L'émission Charlevoix Parle-moi est une présentation du domaine Belle-Plage, de la financière Banque nationale Gestion du patrimoine et de Hyundai Jean-Roch Thibault Baie-Saint-Paul. Déjà la dernière de la saison estivale de l'émission Charlevoix Parle-moi. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Charlevoix, de m'avoir si bien accueilli dans vos foyers. J'ai eu beaucoup de commentaires en allant chez IGA, au SO, chez Maxi, à tout hasard, à des rencontres sur la rue également, des gens qui des commentaires favorables et positifs par rapport à l'émission Charlevoix Parle-moi. Il y a eu un petit commentaire négatif d'une Mme Yvette que j'ai rencontrée chez SO, rue Leclerc, qui me disait « Monsieur Bureau, vous êtes pas mal plus beau en personne qu'à la télévision, alors que voulez-vous, je ne peux pas rien changer. » Mais qui m'a fait une demande spéciale. Elle m'a demandé de porter le veston que je porte en ce moment. Alors Yvette, juste pour vous, je porte ce magnifique veston, juste pour vous Yvette, et je vous salue, soit dit en passant. Une émission Charlevoix Parle-moi, c'est pas l'histoire d'un seul homme, d'un seul gars, c'est l'histoire d'une équipe. C'est pas seulement moi, mais tout le monde qui a travaillé sur cette émission-là. Normand Gauthier, Maxime, Herman, Éric, mon recherchiste, bien sûr, Frédéric Simard, qui a fait un travail formidable pendant toute cette saison estivale. On a reçu des gens que vous connaissez, Pierre Marcotte, Caroline Desbiens également, que vous allez pouvoir entendre d'ailleurs dans les prochaines minutes. Il y a eu de très, très bons moments, des moments fertiles en émotions lors de cette émission Charlevoix Parle-moi, une émission que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer au cours des dernières semaines. Et à tout honneur, tout seigneur, on va commencer, bien sûr, ces meilleurs moments ou le best-of de Charlevoix Parle-moi. À tout honneur, tout seigneur, nul autre que Pierre Marcotte, et je vous reviens par la suite. Est-ce que vous savez que René Angelil, je ne sais pas s'il y a des gens qui savent ça, René Angelil, au Louvre à Paris, a offert aux conservateurs du Louvre d'acheter la Joconde. Pouvez-vous imaginer ça, là? C'est comme acheter la Tour Eiffel, finalement? Finalement, c'est comme acheter la Tour Eiffel. Écoute, habillé en arabe, avec le turban et tout, et nous étions ses gardes du corps. Écoute une minute. Puis vous savez comment il parlait? Écoutez, ça m'intéresse, j'aimerais. Ouais. Et là, il a bargainé avec, premièrement, les policiers qui sont venus, puis ils ont dit, oui, non, je veux acheter la Joconde, là. Je l'aime, j'aime. Je trouve qu'elle a un beau regard. Oui, monsieur, c'est pas à vendre, c'est un trésor national. Non, tout est à vendre. Écoute, ça a duré 10 minutes. Ils sont allés chercher le conservateur qui est arrivé. Il dit, monsieur, s'il vous plaît. Là, non, mais ne vous fâchez pas. Écoutez, combien? 100 millions. Comme ça, là. Écoute, nous autres, on n'en pouvait plus. Il a fait ça au Louvre à Paris. Hey, tu imagines? C'est pas plaisir. René pouvait faire des coups pendables comme tu peux même pas imaginer. Je trouve que je suis dans la catégorie des privilégiés. Et c'est un grand privilège que je regarde autour de moi. Tu sais, quand tu commences à rayer des noms dans ton bottin téléphonique, là, régulièrement, mois après mois, tu te dis, mais merde, comment se fait-il que moi, je passe au travers? Et j'ai eu comme je se cassais la gueule, là, j'aurais pu me crever un œil. Écoute, je sais pas. Vous êtes né sur une bonne étoile. Une maudite bonne étoile, mon homme. Michel, une maudite bonne étoile. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est incroyable. Parce que c'était de la pression d'avoir Hélène de Champlain puis les restaurants que vous avez eus, c'était beaucoup de pression. Oui. Mais c'était beaucoup de plaisir. Parce que c'est un petit monde, la restauration. Un petit monde, mais c'était un monde qui est difficile. Gérer du personnel. Oui, mais j'ai toujours eu des bonnes équipes. Je dois avouer que j'ai toujours eu des bonnes équipes. C'est un projet immense, le deuxième voyage. C'est une grosse production. On ne peut pas dire, bon, on fait ça printemps prochain. Ça prend des subventions, ça prend des sponsors, comme on appelle en France. En bon français, des sponsors. Donc, ça prend des gens qui vont s'investir financièrement. Du privé, du public. Il faut voir comment... Mais avec un gars comme Guy Saint-Onge derrière, ça aide beaucoup, c'est un fait. Je dirais que c'est en mouvement. C'est comme Jacques Cartier. Quand il est parti de Saint-Malo, il ne savait pas exactement où est-ce qu'il allait jeter l'ancre. Il a jeté l'ancre à l'île aux Coudres. Il a trouvé là un havre de paix. Ils sont restés une semaine. Et ce deuxième voyage-là, monsieur,
mesdames et messieurs, qui a déterminé la suite du monde. Parce que s'ils n'avaient pas trouvé refuge à l'île aux Coudes, un refuge sécuritaire, des noisettes en masse pour refaire le plein de protéines, un immense arbre pour remonter les Mérillons qui avaient été démontés au large de Terre-Neuve, s'il n'eût été de cette semaine riche, il n'aurait pas pu poursuivre sa route jusqu'à Québec et passer l'hiver à Québec. On serait peut-être espagnol, on serait peut-être... Ça a joué un grand rôle sur la suite du Québec, l'arrêt à l'île aux Coudres. Et c'est sur ça que je surfe l'histoire du deuxième voyage. On a tous un deuxième voyage dans la vie. On a notre espace natal, où on est né avec une famille, des cousins, des cousines. Puis on a notre deuxième voyage, celui de nos choix personnels, où on choisit nos amis, on choisit nos conjoints, on choisit notre domaine pour œuvrer au service de la société. Donc, il y a un deuxième niveau dans l'écriture de ce deuxième voyage en comédie musicale, et c'est un beau sujet à traiter qui s'actualise en fonction de l'année où on va le sortir, hein? Bien, peut-être que la chanson On sera peut-être des indépendants quand on va sortir le deuxième voyage. Caroline, la chanson thème de cette comédie-là pourrait peut-être être la chanson de Robert Charlebois, le Quartier, Georges Quartier. La chanson de Robert Charlebois que je sens, moi, ça s'appelle « J'habite un fleuve en Haute-Amérique, presque océan, presque Atlantique, un fleuve bleu, vert et Saint-Laurent. J'habite un long couloir mouvant, une mer du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle, presque océan, presque Atlantique, j'habite un fleuve en Haute-Amérique. » Ah, bravo, Caroline, c'est très, très bon. Bravo. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur un air par des bonheurs dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je sens en moi la vie.
Un artiste a toujours des rêves. Oui. Surtout les artistes ont toujours des rêves. Vous, votre rêve, est-ce que vous l'avez réalisé? Ben, on m'a donné la vie comme un cadeau. Et puis, j'ai pu faire de cette vie toutes les tentatives qui étaient possibles selon les espaces et la temporalité de ma vie. J'ai pu exécuter plein de choses. Alors, j'ai pu toucher différents aspects de la vie. Alors, ça a été profitable. C'est une expérience qui n'est pas monochrome, elle est multicolore. Et puis, je voudrais pas changer les choses. Je voudrais continuer à marcher dans ce chemin qui est celui de s'inventer, celui de créer des choses, celui d'être en contact avec les gens et surtout de s'inspirer dans l'humanité, s'inspirer aussi dans la beauté de la nature, puis contribuer avec son œuvre à quelque chose de lumineux, pas toujours être en train de dénoncer la pénombre, mais aussi être un être utile à la société, puis pouvoir contribuer dans son art pour en apporter un brin de lumière, un brin de couleur. Puis j'aimerais en parler, ce que j'ai appris de la vie. Puis là, j'avais senti, en tout cas, cette dame-là, elle trouvait ça moins intéressant. Elle aurait aimé peut-être plus un éco-vedette. Oui, des détails croustillants. Mais un jour, si quelqu'un me le demande, c'est drôle parce que je prends des notes, puis là, j'ai eu un dégât d'eau, il y a un joint qui est sauté dans mon sol, puis là, j'ai ouvert des boîtes d'archives. Ma mère, qui était extraordinaire, mais était fière, un petit peu groupie, toutes les choses que j'ai faites, elle avait ça dans des boîtes, elle mettait ça. Puis là, j'ai retrouvé des choses, puis là, les anecdotes reviennent. Oh, je me souviens de ça. Oh, fait que oui, j'en aurais des choses à raconter. Et il y a beaucoup d'artistes pour qui ça a été un tremplin. Des dizaines. On pourrait commencer presque au début. Ça a commencé en 69, le Festival de la chanson. Il y a eu Fabienne Thibault, presque tout de suite. Puis là, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Jean Leloup. Il y a eu Jean Leloup. Il y a eu Luc de la Rochelière. Il y a eu Isabelle Boulay. Il y a eu Pierre Lapointe. Il y a eu Dumas. Il y a eu Linda Lemay. Incroyable. Si on regarde la voix, parce qu'ici, on le sait, dans la région de Charlevoix, on a eu Geneviève Jaudoin, lauréate cette année à la voix. Oui. Yann Brassard, qui a performé l'année précédente, qui était parmi les finalistes. Mais on en parlait hors d'onde tantôt. Il n'y en a pas beaucoup d'artistes qui ont performé à la voix, qui ont connu de grandes carrières, alors que c'est le contraire pour le Festival international de la chanson de Granby, alors que plusieurs artistes pour qui ça a été un tremplin, qui connaissent encore beaucoup de succès aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être que la différence, c'est que à la voix, la grande partie du vote se fait par le public. Alors que dans des événements comme le Festival de la chanson de Granby, c'est un jury de professionnels qu'on réunit, des gens de l'industrie du disque, de l'industrie du spectacle, des agents d'artistes, sélectionnent, des gens qui ont comme un petit flair, qui se disent hey, cette chanteuse-là, elle a du collet dans le nez, puis il me semble qu'on pourrait faire quelque chose avec. Alors que le public, c'est du coup de cœur, c'est de l'emballement, c'est pas nécessairement raisonné. Est-ce que la personne qu'ils ont choisie a vraiment ça dans le sang, a vraiment l'envie? Du collet dans le nez, comme disait mon père. C'est du collet ça. dans le nez, C'est ça. Du chien. Ouais. Alors ça, je pense que ça peut faire une bonne différence quand c'est un jury de professionnels qui choisit le gagnant par rapport à un public Monsieur et madame tout le monde. Qui a un coup de cœur. Mais, absolument. Si jamais tu penses qu'il t'a compris, nos erreurs et nos bons coups aussi, si ton cœur lui est déjà guéri, si ta peur s'est déjà évanouie, si tu crois qu'on a une autre chance, que tu vis dans l'ombre de mon absence, que la vie nous ramènera ensemble, que la pluie épargnera
novembre, faire un autre tour, repasse tous nos détours, tu reviendras toujours à la fin de la lignée de nos beaux jours, à notre ligne d'arrivée, mon amour. Si au soir tu chasses le silence, si les yeux fermés tu pries qu'on recommence, si tes nuits effacent toutes nos différences, que l'ennui dissipe toutes les évidences, fais un autre tour, repasse tous nos détours, tu reviendras toujours à la fin de la lignée de nos beaux jours, à notre ligne d'arrivée, mon amour. Oublie tous nos détours, tu resteras toujours le trésor de la lignée de nos beaux jours, malgré la ligne d'arrivée, mon amour. Bien, avant de même penser à me lancer en affaires, j'ai bâti des connaissances dans l'industrie de la mode, puis pas juste dessiner puis le côté artistique de la chose, mais j'ai travaillé pendant presque 5 ans pour le groupe Dynamite, qui est vraiment de la mode commerciale. Donc, ça, c'est des boutiques qu'on peut retrouver un peu partout dans les centres commerciaux. Ouais. C'est ça. Donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre le monde des affaires de la mode, qui est un peu différent du monde des affaires traditionnelles. Donc, pendant 8-9 ans, j'ai travaillé à apprendre sur la mode, le patin et de mettre tout ça ensemble avant de même penser de me lancer en affaires. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Quelle a été ta source d'inspiration? Bien, vraiment... Ça prend de la discipline pour être un athlète, puis en plus, être une femme d'affaires. Bien, oui et non, parce que être un athlète professionnel, c'est à haut risque de se blesser. Comme on peut pas vraiment prendre ça pour acquis. Puis dans le monde du patinage artistique, c'est pas nécessairement comme le hockey où tu as plusieurs années pour te remettre de ta carrière. Comme c'est un bon travail, mais c'est pas un travail qui génère des millions. Mais c'est quand même assez créatif, oui. Ben, c'est assez créatif, mais il faut penser, si je me casse un pied demain matin, ça va prendre un plan de match, là. Donc oui, c'est par la force des choses. Et ce que je trouve formidable, c'est que malgré, avec tout ton succès, tu es une fille qui est demeurée très terre à terre, ça, je trouve ça formidable. Mais ce que je trouve encore plus formidable, c'est de redonner au suivant, en ce sens que tu donnes l'opportunité aux jeunes de Baie-Saint-Paul, m'a-t-on dit, de faire du patinage artistique. Bien, c'est sûr que c'est difficile parce que je me promène beaucoup entre les boutiques, mais j'ai vraiment passé plusieurs semaines cet été à la Malbaie, à Clermont, à Baie-Saint-Paul pour vraiment travailler avec les jeunes, rencontrer plus les gens d'ici parce que l'entreprise a pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis à un point tel où j'avais presque peur de perdre mon identité. Donc, au mois de juin, je suis revenue en région vraiment dans l'optique de
promouvoir Brilliance et Melrose, le patinage, les bijoux, tout ça dans la région, dans la province, puis même au Canada, pour garder l'essence initiale de la compagnie parce que en fait, Brilliance et Melrose, le nom de l'entreprise, c'est pour l'amour du patinage. Pour l'amour du patinage, c'est vraiment l'hiver. Mon pays, c'est l'hiver. C'est quasiment patriotique. Puis là, bien, en exportant tout, j'avais quasiment l'impression de perdre un peu le point initial de l'entreprise. Donc, vraiment, tout l'été, on a passé beaucoup de temps à renforcer cette culture-là par ici. Puis ça a été vraiment le fun. Quasi. On appelle ça une défaite à saveur victorieuse. Parce que quand j'étais négligé à 12 contre 1, tout le monde pensait que j'allais me faire mettre KO en moins de 1 round, puis j'ai fait la limite, j'ai remporté 3 rounds. Donc, ça a été une belle performance. Et cette défaite-là est survenue à l'extérieur, il faut le mentionner. Aux États-Unis, au Connecticut, sur un show, le show Showbox, qui appelle, c'est la série télévisée de Showtime, qui était une des plus grosses télévisions de boxe au monde. Donc, c'était une opportunité, on a sauté dedans à pieds joints, puis on a performé malgré tout. Comment va ta santé, Sébastien? Parce que là, on était inquiets, là, ça fait une couple de semaines, une couple de mois qu'on ne t'a pas vu dans le ring. Ça va de mieux en mieux. OK. Ça va de mieux en mieux. Écoute, on a passé là, presque 6-7-8 mois à remettre mon épaule en place. C'est réglé à 90 %, mettons. Il faut toujours que j'aille une petite pensée là, à l'entraînement. On a augmenté beaucoup le volume d'entraînement parce qu'on a un combat qui s'en vient peut-être bientôt. On a augmenté beaucoup le volume. Là. C'est un petit peu plus raide. On travaille, on glace, on fait beaucoup de mobilité, beaucoup d'étirements. Mais à date, à réussi à toffer. Donc là, le retour s'en vient. On se prépare mentalement pour ce retour dans le ring. Tu es 72e au monde dans ta catégorie, mais il faut expliquer aux gens, et on en parlait hors d'onde tantôt, que le fait que tu as été absent pendant un certain temps fait en sorte que tu as dégringolé. C'est pas parce que tu as subi des défaites, mais parce que tu as été inactif en raison de blessure. Exact. Le ranking international se met à jour peut-être à tous les mois. Après ma victoire au mois de décembre, j'ai monté 41 ou 43e au monde. Puis là, mon inactivité a fait que de mois en mois, j'ai dégringolé dans les rangs mondiaux, mais il suffit d'un combat pour remonter, là, pour reprendre ma place. Donc, en novembre prochain, on peut compter sur ton retour si tout devrait bien aller. Oui, il y a beaucoup de pourparlers. C'est pas encore réglé. Il y a beaucoup de pourparlers pour un combat fin novembre, possiblement à Québec ou à Montréal, mais possiblement à Québec, pour une ceinture intercontinentale IBF qui, avec une victoire, m'emmènerait dans le top 15 au monde. Donc, ça permettrait de toucher des bourses fort intéressantes. Tout d'abord, et ça, c'est la question qui tue. Je me dois de vous poser cette question-là. 108 églises qui vont fermer. Est-ce que notre patrimoine religieux s'en va chez le diable ou est-ce qu'on tire le diable par la queue? Disons que c'est sûr que ça dépend soit des communautés concernées, ça dépend un peu aussi de nos instances gouvernementales, s'ils sont prêts à investir dans ce qu'on appelle du patrimoine, parce que c'est sûr que ce qui leur permet d'investir, c'est seulement en autant que c'est du patrimoine et non pas d'encourager un groupe religieux plus qu'un autre, parce que là, c'est sûr que là, ils se feraient taper sur les doigts et dire qu'ils favoriseraient un groupe religieux plutôt qu'un autre. Tous les matins d'été, on entend dans le vent, au grand large et au quai du fleuve Saint-Laurent, le chant des goélands, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. Au mât des grands huniers, des navires voguant, de la Malbaie à percer sur le Saint-Laurent, on reconnaît le chant, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. À la clameur des vagues, à la fureur des flots, au bateau que l'on largue, s'ajoute un écho. La sonate du temps, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. Depuis que je suis jeune, j'aime à me promener sur les rives, sur les grèves, au bord du Saint-Laurent, pour écouter souvent, tire-lire-lent, le chant des goélands, tire-lire-lent, tire-lire-lire-lent. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Le chant des goélands, tire-lire-lent, le chant des goélands,
tire-lire-lan, tire-lire-lire-lan. C'est avec énormément de plaisir que je reçois un diamant à l'état pur. C'est ce que j'ai lu te concernant dans les informations et tout ça. Jean-Philippe Bergeron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, c'est le fun, cette belle vitrine-là que vous nous permettez à travers votre émission. Bien, écoute, de recevoir du talent comme toi, j'en reviens pas, moi. Écoute, on dit souvent, dans les petits pots, les meilleurs onguents, à Baie-Saint-Paul, le talent, il y en a, c'est épouvantable. On a reçu plein d'artistes très talentueux de la région de Charlevoix. On pense à Léa Jarry, notamment Philippe Tremblay. Il y a toi également. Et quelle carrière, quand même, depuis 10 ans. Tu as eu la chance de chanter en duo avec Jean Lapointe. Tu as fait des disques, même que tu fais dans le country avec Denis Champoux. Tu as fait 2 CD. Oui, j'ai débuté à 18 ans, mon premier album avec Denis Champoux dans le country, mais country champêtre. Nous, on l'appelle, on a traduit un peu, champêtre. Alors, le violon, c'est des ballades romantiques, avec quand même de la belle poésie de Denis Champoux. Denis Champoux qui nous a quittés il y a quelques années, qui a tenu un studio d'enregistrement à Cap-Rouge également pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup aimé ce bonhomme-là. Avoir la chance de vivre deux enregistrements, un en 2004 et un en 2006 avec lui. C'était un grand bonheur. C'était un bonhomme important pour moi. Je regarde ton parcours. Tu as eu la chance de chanter en duo avec Jean Lapointe. C'est pas rien. Moi, Michel, quand j'étais jeune, j'étais un petit... je fouillais dans les affaires de ma mère. Alors moi, c'était sa table tournante et son armoire à vinyle. Je te parle de ça, j'ai l'odeur. Je fouillais dans cette petite boîte de 45 tours et il y avait les 33 tours les plus gros. Ben oui, alors Jean Lapointe... Ça trahit mon âge. Jean Lapointe faisait partie des artistes que j'ai toujours aimés, mais profondément. On est ici tout d'abord pour parler de vos débuts. Le Cirque du Soleil a marqué l'histoire du Québec. Ouais. Non seulement l'histoire du Québec, mais plusieurs, et c'est toujours une grande famille. Vous étiez dans les premières loges au début du Cirque du Soleil. Oui, j'ai commencé en 86 avec le Cirque. Donc, 1 an avant qu'on arrive à Los Angeles pour la première fois. Et puis, c'était vraiment... on était au Québec. Il y avait des fois qu'on ne remplissait pas le chapiteau. Et puis, on est arrivé à Los Angeles et puis ça a complètement changé la compagnie. C'était la folie quand on est arrivé à Los Angeles. C'était un temps assez spécial. Et puis, les gens qui ont vécu ça, on n'oubliera jamais ces années-là. C'était vraiment magique, là. Et au début, ça n'a pas été facile au début, mais il y a le gouvernement, à l'époque de René Lévesque, qui a fait en sorte que le Cirque du Soleil est devenu ce qu'il est devenu. Vous avez eu une contribution du gouvernement du Québec à l'époque avec René Lévesque, et ça a tout changé. Oui. Oui. Mais c'est vraiment quand on est arrivé, je pense, à Los Angeles, que je pense qu'on était là pour 2 semaines, puis ils nous ont bookés pour 2 ans là, dans ces 2 semaines-là. Je pense pas qu'ils s'attendaient que ça allait exploser autant. Mais les gens étaient... ça pleurait là, dans l'audience. Les gens n'avaient jamais vu un spectacle comme ça. Est-ce des saisons qui sont plus achalandées que d'autres? Oui, évidemment, la saison estivale, comme tout le monde. Mais la saison des galeries, tous les galeristes vont te le dire, c'est août, septembre et maintenant un peu octobre maintenant. Avec l'automne, les couleurs? Les couleurs, une clientèle qui vient pour ça. Alors, dans un contexte où nous, on opère des galeries qui sont touristiques, donc les gens viennent passer un séjour de 1, 2, 3 ou 4 jours, bien évidemment, quand tu viens pour de l'art, c'est pas pareil que si tu viens pour l'ensemble des attraits. Alors, mais évidemment, tout le monde vient dans Charlevoix pour les paysages, pour les bons repas, les auberges et les galeries d'art. Et les galeries d'art, 3e, c'est quand même pas rien quand on pense que le train de Charlevoix, les baleines, vous êtes... Il faut que tu me montres ça. Ça, je suis content. Tu fais ma journée. Non, mais vous êtes dans le top 3. C'est moi qui va se coucher moins niaiseux ce soir. Tu sais, Stéphane, aux courses, là, c'est les 3 premiers chevaux qui sont payants. Tu as le win, place, puis show. Fait que tu es dans les 3 premiers. C'est quand même très, très bon. Bien content de ma médaille de bronze. Brûle ta langue sur sa peau, perds la vue dans sa voix, fais-la rire
Tiens-la au chaud, aime-la mieux que moi. Tous les drames prennent le toucher son âme. Si tu la touches, t'as plus le choix. L'amour dans un point et dans l'autre une croix. Tirez-moi une belle dans le cœur, arrache-moi ta belle en tête. Au pire, tirez-moi dans le dos. Mais tirez-moi une autre femme là en peau. Je connais le chemin, je l'ai marché 100 fois. Au bout y'a rien, je tombe toujours sur moi. Je suis loin d'être un saint, je m'en cache pas. Ils sont pas partis pour rien, et je sais trop bien pourquoi. Tirez-moi une belle dans le cœur, arrache-moi ta belle en tête. Au pire, tirez-moi dans le dos. Mais tirez-moi une autre femme en peau. Une autre femme en peau. Prends-en soin, on la mérite pas. T'as dans les mains la femme qui tuera. Tirez-moi une belle dans le cœur, arrache-moi ta belle en tête. Au pire, tirez-moi dans le dos. Mais tirez-moi une autre femme en peau. Mais tirez-moi une autre femme dans peau. Une autre femme dans peau. Alors, Mathieu de l'Opéra va être présent d'ailleurs jeudi et vendredi. Vous viendrez le voir. C'est un sympathique gaillard. Cette bière-là est à... Pas facile d'animer un show de même. Pas facile. Pas facile. Cette bière-là est à 11 % d'alcool, fait qu'on la cale pas, Michel. Hein? Mais là, quand on parle de fruits, on se rapproche quasiment de la complexité d'un vin là, avec cette bière-là que je te présente. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est avec énormément de plaisir. Donc, j'accueille la députée de Beaupré-Charlevoix, Mme Émilie Foster. Bonjour. Bonjour, Mme Foster. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ça fait très plaisir. Merci. Mme Foster, je veux tout connaître de vous. Oh! Tout d'abord, d'entrée de jeu, et sans partisanerie, mais je voudrais quand même féliciter votre gouvernement qui est très présent sur le terrain. On l'a vu lors des inondations et à plusieurs occasions. Est-ce que vous avez un mot d'ordre de votre chef d'être présent le plus possible sur le terrain? Définitivement. À chaque caucus depuis le début du mandat, le premier ministre nous rappelle « Soyez à l'écoute des gens, soyez proche des gens, soyez à l'écoute des gens, soyez pragmatiques », tout le temps. Donc, ça donne des résultats. Ça donne de très bons résultats. Oui. Maintenant, moi, je veux tout connaître de vous parce que, comme je mentionnais tantôt d'entrée de jeu, je suis un étrange, dans le sens que je viens du Québec, mais je viens de la région des Laurentides, de Saint-Jérôme plus particulièrement. Mais ça fait 18 mois que je suis ici. Je suis comme plusieurs d'entre vous qui nous écoutez probablement à la maison. Je suis tombé sous le charme. Charlevoix, charme-moi. Ça a réussi dans mon cas. La preuve, je suis encore ici. Madame Foster, votre bio. Moi, je veux tout savoir. C'est quoi vos goûts pour la musique? Vous venez de quel endroit? Vous m'avez dit tantôt hors d'onde de Bécomo. Oui.
Le pays de Brian Mulroney. Eh oui, exactement. Le pays de Brian Mulroney. D'ailleurs, quand j'ai grandi, il était député, là, de 84 à 92. Là. Donc, ouais. J'ai été baptisée à Saint-Siméon. Mes parents viennent de Saint-Siméon. Toute ma famille, encore aujourd'hui, est à Saint-Siméon, la Malbaie-Clermont, donc dans l'est de Charlevoix. Mon père est le seul exilé à Bécomo. Il a été pour le travail, parce qu'il a fait 38 ans en industrie à Bécomo, dans le domaine de l'aluminium, l'aluminerie. Oui. Et moi, j'ai été baptisée à Saint-Siméon, mais j'ai grandi à Bécomo. Mais entre les deux, parce que on était toujours rendus dans Charlevoix. Mes parents revenaient tout le temps dans la famille. On était seuls à Bécomo, donc on venait au mois. Là. Donc, j'ai autant de souvenirs pour mon enfance, mon adolescence dans Charlevoix que j'en ai sur la Côte-Nord. Tu as vécu de bons moments, des moments aussi exaltants, comme cet hiver, la venue des légendes au hockey. Marc Messier qui est débarqué ici dans Baie-Saint-Paul, quand même incroyable. C'était quelque chose. Franchement, là, j'ai été impressionné. Ce qui m'a le plus impressionné, je te dirais, c'est... je m'attends... Écoute, c'est un peu... C'est des grands bonhommes. Écoute, là, je m'attendais à voir débarquer des... On va se le dire entre nous, là, des colons. Je m'attendais à dire, écoute, là, ça va être là, des gars là, écoute, là, qui sont habitués d'être physiques, etc. Oui, physiquement, il était impressionnant. C'était des hommes... il y avait tout que des poignes. Je peux vous le dire, quand on serrait les mains, là, on était content qu'ils lâchent. OK? Mais quel grand bonhomme était-ce? Écoutez, là, j'ai vu Marc Messier, à un moment donné, quelqu'un a comme dépassé dans la file pour avoir un autographe pour je ne sais pas trop quelle raison. Marc Messier l'a regardé et dit, monsieur, il dit, non, je ne sais pas votre autographe. Vous faites la file comme tout le monde. Tout le monde a le droit à son autographe, etc. Il a dit ça en anglais, mais quand même, écoute, le monsieur a repris sa place dans la file. Il a continué. Une générosité, généreux avec les gens qui sont là. Écoutez, là, on se met à côté, là, on regarde la foule, là, puis le nombre de personnes auxquelles il faut faire signer, il faut leur signer des papiers, etc., son nom, là, je sais pas, le nombre de poupées qu'il faut signer, de boîtes de poupées, de hockey. Mais c'est incroyable, la générosité qu'ils ont. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit que l'infortune et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs et on se disait quelquefois c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Je n'ai pas grand-chose à te dire et pas grand-chose pour te faire rire, car j'imagine toujours le pire et le meilleur me fait souffrir. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de
de m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Et on se disait quelquefois que c'était juste une aventure et que ça ne durerait pas. Maintenant, mon invité, il est pour Charlevoix un compteur hors de l'ordinaire. Chaque région a ses comptes ou ses compteurs, comme à Saint-Élie de Claxton, mon ami Fred Pellerin. Mais ici, dans Charlevoix, mais il m'a repris tantôt, il m'a dit, il ne faut pas comparer un compteur à un autre. Chacun a son style bien particulier. Mais c'est avec énormément de plaisir que j'accueille M. Robert Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour, toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est un plaisir. Parce que vous êtes un homme très occupé à la brocante à Perron, les comptes à Perron. Vous êtes partout. En partant, M. Perron, moi, j'ai ceci. Ça date de 1967. Je ne sais pas si on peut bien le voir à l'écran, Max. Ouais. Faudrait que tu montrais qu'est-ce que tu avais l'air à cette époque. Oui, il faut que je montre que j'avais l'air à cette époque. Hein? Un beau petit bonhomme. Mais toujours est-il, je l'ai apporté avec moi parce que M. Perron, qui est un compteur, mais aussi qui est la brocante à Perron, sur ici en Fafard. 7,5 Ambroise Fafard. Absolument. Est-ce que les gens qui nous écoutent, là, vous avez peut-être des choses chez vous qui valent peut-être, je sais pas moi, qui valent de l'argent. Puis là, moi, je me suis dit, je savais que M. Perron s'emmenait sur le plateau. J'ai dit, ça vaut-tu quelque chose, mon passeport? Bien, ça me semble-t-il que je ne vais pas venir riche avec ça. Hein? Bien, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à le payer, un collectionneur. Mais ton passeport, il y a beaucoup de petits défauts. C'est ça, oui. Le beau trou qu'on voit ici. Oui, oui, je le sais. D'autres petits trous ici, ça ici. Oui. Par contre... baisse la valeur pas mal. Là. Moi, je pensais faire une pause de cash. Il est pas mal plein, donc... Oui, beaucoup de détentes. J'ai fait tous les pavillons. Probablement. Faut que tu trouves le bon collectionneur. C'est qu'il y a un collectionneur pour toutes sortes d'items, pour toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, un collectionneur, il y a toujours la même façon d'agir. Repose-moi ton... Si jamais il arrive puis il l'a pas dans sa collection, celui-là, il l'a absolument. Il l'a pas. Parce que le tien, l'avantage, c'est qu'il est plein. Il va être prêt à y mettre le prix. S'il l'a, il ne la regardera pas. Il va le lancer comme vous avez fait, il va le lancer à terre. En plein ça. Moi qui pensais que c'était mon héritage. On va s'en prendre. Mais M. Perron, vous n'êtes pas seulement, on dit-tu brocantier? On dit brocanteur. Brocanteur. Vous n'êtes pas seulement brocanteur, vous êtes aussi un compteur. Oui. Mais avant tout ça, j'étais un éducateur. Un éducateur, oui. OK. Éducateur spécialisé. Travaillé 35 ans à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, en DI, dont les 15 dernières années, personnes âgées, aller jusqu'à l'accompagnement au mourant. Oh, OK, ça, c'est pas facile. Traité les 5 dernières années à l'association Alti pour le centre de jour personnes âgées. OK. Là, je dois dire que ça a été, malgré tout, le fait d'accompagnement au mourant, là, il y a eu plusieurs personnes, mais je dois dire, ça a été extraordinaire. Des fois, j'étais quasiment honte de me faire payer parce que j'ai eu un plaisir fou là avec les gars. Ah, oui, Fait des comptes avec les gars, fait des voyages en autobus assis à la même place, juste dans l'imaginaire, puis les gens ont embarqué. Pour un compteur comme moi, c'était extraordinaire. C'est venu d'où cette passion de compteur? Écoute, moi, toutes les fois que j'ai cette question-là, je dis toujours la même réponse. Ça part de mon père. Pour moi, le plus grand compteur que j'ai eu dans ma vie, c'est mon père. Et c'est pour une bonne cause, c'est pour la fondation, votre fondation. Si on parlait un peu de votre fondation aussi. Oui, ça a été lancé il y a 2 ans. OK. C'est pour aider les personnes dans la région avec des limitations physiques et intellectuelles. OK. À travers des défis assez costauds, mais que j'ai rendu accessible quand même. Là, j'ai 5 défis dans mon anthologie. L'Everest, c'est le sommet, mais il y a d'autres défis. Oui. L'Everest, c'est la seule qui a une date.
Les autres peuvent être faits n'importe quand dans l'année. Et ça peut être fait en famille, ça peut être moins éprouvant, disons. Dépendamment du défi, là. Mais l'Everest, je l'ai rendu accessible aussi en faisant des équipes. OK. Maintenant, on peut le faire aussi course et marche. On peut faire relais. On peut venir aussi, mettons qu'on n'a pas d'équipe, on peut venir faire un forfait 2-3 heures puis payer un montant. Mais parce que sinon, si j'aurais fait seulement des solos, on n'aurait pas eu assez de gens. Vous êtes un gars qui est dur pour son corps parce que vous avez fait des marathons aussi. Ouais. Franchir ça 24 fois, monter, descendre, moi, une fois, ça serait assez. Mais c'est quoi votre secret? Le secret est dans la sauce? Le secret est dans gérer l'effort. C'est sûr, il faut être fait aussi pour les longues distances. Moi, je fais de l'ultracycliste, alors j'ai toujours fait ça, des sorties un peu de fou, là. De journée complète sur un vélo et plus. Là. L'année passée, j'ai un de mes défis qui c'était un 24 heures non-stop. Là. Je me suis fait commanditer et les gens peuvent le faire aussi, seul ou en équipe. L'année passée, j'ai fait Baie-Saint-Paul, Québec, et puis je me suis rendu en Gaspésie, Matane, en 24 heures. En 24 heures? Oui. Quand vous dites, là, je regarde dans votre page, je regarde dans votre pamphlet 24 heures, vous êtes une machine, monsieur Desmeux. Et avant d'aller plus loin, on est rendu, c'est notre dernière émission ici au domaine Belle-Plage. À ne pas manquer dans la prochaine émission, les best-of ou les meilleurs moments de Charlevoix, parle-moi, dans l'émission qui va suivre. Mais avant d'aller plus loin, et vous m'avez vu au cours des dernières semaines, j'ai une révélation très importante à vous faire, Charlevoix, qui m'écoutez. Tout d'abord, un secret que je vais vous dévoiler, Charlevoix, voilà. Il y avait un 5e Beatles. Il y avait dans l'histoire un 5e Beatles. Et vous l'aurez deviné. Il est devant vous, le 5e Beatles. Non, c'est une blague, mais non, mais de toute façon, je voulais me faire plaisir. Alors voilà, ça c'est le 5e Beatles. On parle de 250 000 clichés depuis le début de votre carrière. On parle de 20 000 photos par année. Quand même. Barouette, caméra, vous en avez plus qu'une. Oui, on est passé. Vous ne prenez pas de photos avec des cellulaires, là. Non, pas un selfie avec le cellulaire, pas de la photo, ça. Pas vraiment. La photo, le zoom, puis... Non, pas vraiment. Je peux juste mettre le cellulaire, c'est parfait, c'est très plaisant. Ça fait des belles photos, quand même. Sauf que c'est pour la communication entre amis. Mais en photographie, ça prend un appareil photo. Je pourrais dire j'en ai eu à peu près 25 à 30. Appareil photo. Et le numérique, ça m'en a pris 6 pour tester, pour voir mon goût à boire. Puis après 6, j'ai tombé sur le bon appareil pour moi qui faisait bien la job, que je retrouvais un peu dans le sens des anciens appareils 35 mm. Et votre club, vous êtes quand même très actif. On parle de 61 membres dans le club de photos de Charlevoix. De retour à l'émission Charlevoix, parle-moi avec, il y a à peu près mon poids, peut-être 10 livres de différence avec moi, mon ami Louis-Philippe Lavoie. Salut Louis-Philippe, comment ça va? Bonjour, ça va très bien toi? Louis-Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis non, je ne vais pas te contrarier, sois sans crainte, tout va bien aller, je te le dis. Louis-Philippe, un homme fort. Je connais Dominique Bérubé, qui est aussi un ami et un homme fort. Oui. Tu es un homme fort. Oui. Tu participes à plusieurs compétitions. Tu as le physique de l'emploi. Il faut. Et il faut. Tu donnes combien de représentations par année, combien de spectacles? On peut dire des spectacles. On fait en moyenne une dizaine de compétitions par année, incluant des démonstrations au travers de ça. OK. Fait que ça, au niveau du circuit homme fort, c'est à peu près une dizaine de représentations au travers le Canada, mais c'est surtout basé au Québec. OK. Québec, là, on en a une au Nouveau-Brunswick cette année. Puis ça en fait ailleurs au Canada aussi, mais c'est surtout concentré au Québec. Est-ce qu'on peut gagner sa vie comme homme fort? Quand tu es rendu à un niveau mondial, au pays, il y a Jeff Caron, Jean-François Caron, qui est rendu propriétaire du circuit, qui gagne sa vie avec ça, mais il y a des à côté aussi pour être capable de pallier un peu à ce qui manque. Là. Ça prend vraiment là, des bons commanditaires. Faut que tu sois au niveau mondial, faut que tu sois capable d'aller chercher les podiums au niveau mondial, sinon les bourses, il n'y a pas grand-chose à gagner. Là. C'est des peanuts, si on peut dire. Oui, par rapport à des joueurs de hockey ou des joueurs de baseball. Ça se compare pas du tout. Là. Ah non, hein? Non. Tu sais, si on prend le circuit Arnold Classic, le gagnant de la finale Arnold Classic, je pense que c'est 72 000. Puis ils payent les 6 premiers, les autres, ils n'ont rien. Fait que c'est un peu ça. Là. Puis les bourses descendent assez rapidement. Je pense que le 6e peut faire après 5 000. Là. Mais un athlète comme toi, je veux dire, les démonstrations, c'est là que c'est payant. Une démonstration, on peut jouer entre 500
Puis c'est à peu près 5 000, tout dépendant de l'athlète qui le fait. Puis sinon, au niveau des bourses, au niveau des compétitions, ça donne environ 1 000 aux gagnants. Fait qu'ils payent les 6 premières places. Fait que si tu finis pas des 6 premiers, t'as pas de bourse, puis c'est à peu près 2 500 $ de bourse par compétition. Là. OK, donc, j'imagine que tu as un à côté. Oui, ben moi, j'ai un travail à temps plein. Je suis courtier en assurance de dommages aux entreprises. Okay. Fait que je fais ça à journée longue, je m'entraîne le soir. C'est vraiment par passion qu'on pratique ce sport-là. C'est pas pour l'argent, ça c'est sûr, parce que ça nous en coûte plus qu'on en fait. Là. Je revois ma vie en images, de bons amis partis trop tôt. J'attends de redevenir plus sage, sourire pour vrai sans placebo. Un diamant en héritage, heureux d'exempter mon ego. On m'a appris que même un naufrage rendait chaque kilomètre beau. La voix derrière mes zones grises me dit raison encore un peu, et sachant qu'elle me méprise, de sa cachette ça fait peureux. Fais-moi en des aveux. Faut pas trop vite crier victoire. Je chasse le mal sans répit. Je jure ma bataille, je vais l'avoir. Un jour ou l'autre j'aurai compris. Je veux pas connaître mon heure de gloire, ni me noyer souvent dans l'envie. Au retour de cette époque noire, j'aurais envie d'aimer la vie. La voix derrière ma zone grise me dit reste donc encore un peu, et sachant qu'elle me méprise de sa cachette, ça fait peureux. Fais-moi en des aveux. La voix derrière mes zones grises me dit reste donc encore un peu, et sachant qu'elle me méprise de sa cachette, ça fait peureux. Fais-moi en des adieux. Un gros merci à tous nos invités qui ont défilé sur le plateau de Charlevoix Parle-moi au cours des dernières semaines. Ils ont été d'une très grande générosité. Merci à toute l'équipe de TVCO avec qui ça fait un immense plaisir de travailler au cours des dernières semaines. Merci à nos commanditaires, bien sûr, à Domaine Belle-Plage. Merci également à la financière Banque nationale Stéphane Gosselin et toute son équipe. Merci à Jean-Roch Thibault, Hyundai de Baie-Saint-Paul, Sébastien Thibault. Merci beaucoup de votre appui. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous dans une autre galaxie sous peu. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.